10 mai 1940, les Ardennes, France. Le grondement sourd des moteurs diesel perçait le brouillard matinal comme un murmure menaçant faisant vibrer la terre humide sous les bottes des soldats. Vous pouviez presque sentir l'odeur âcre de l'huile brûlée se mêler à celle de la boue et des pins trempés par la pluie de la nuit. Au cœur de cette forêt dense, le sergent Pierre Laurent, de la 18e division d'infanterie française, serrait les sangles de son casque Adriane, les yeux plissés vers l'horizon invisible. À ses côtés, le caporal Henri Duval, un jeune recrue de 20 ans originaire de Lyon, ajustait nerveusement son fusil Lebel Mel 1886, son souffle court, formant de petits nuages dans l'air froid. « Restez vigilants, les gars !» murmura Laurent d'une voix rauque, en jetant un regard à ses hommes blottis derrière les troncs moussus. « Les Allemands ne passeront pas par ici. C'est du roc, cette forêt. Personne n'y mettrait un char, même pas ces diables en panzer. » Ces paroles étaient destinées à rassurer, mais au fond de lui, une pointe d'inquiétude le rongeait. Les rapports du quartier général, transmis par radio la veille au soir, parlaient d'un calme suspect le long de la ligne Maginot. Et pourtant ce bruit, ce ronronnement incessant qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Soudain, un craquement sec retentit à l'est, suivi d'un sifflement aigu qui fit sursauter Duval. « Qu'est-ce que c'est, sergent? Des éclaireurs ?» demanda-t-il, la voix tremblante. En pointant son arme vers les ombres dansantes des arbres, Laurent leva la main pour imposer le silence, son cœur battant la chamade. Le vent charriait maintenant des échos lointains, des ordres aboyés en allemand, le cliquetis métallique de chenilles sur le sol inégal. Impossible. Les Ardennes étaient impénétrables, un labyrinthe de rochers et de sous-bois impitoyables, jugé infranchissable par les stratèges français depuis des mois. Le plan D, le grand dessein défensif de l'état-major, reposait sur cette conviction. Concentrer les forces sur les plaines ouvertes, au nord et au sud, laisser les Allemands buter contre la forteresse naturelle des Ardennes. Mais ce matin-là, alors que le soleil luttait pour percer les nuages bas, la réalité se fracassa comme un obus. Un premier Panzerkampfwagen Treu émergea d'un sentier boueux, ses phares aveuglants balayant la brume, suivi d'une colonne interminable de camions Opel Blitz et de motocyclettes BMW R12. À leur tête, le lieutenant-colonel Erich von Manstein, bien que invisible pour les Français à cet instant, orchestrait depuis son quartier général mobile l'audace même de cette percée. Son plan baptisé Fallgelb reposait sur une feinte massive, simuler une attaque frontale à travers la Belgique pour attirer les Alliés au nord, tandis que le gros des forces blindées, la 7e et la 10e Panzerdivision, forcerait le passage par les Ardennes, négligées par l'ennemi. Laurent jura entre ses dents. « À couvert, ouvrez le feu !» Ces hommes, une trentaine de poilus armés de fusils et de quelques mitrailleuses Hotchkiss, Mademoiselle 1914, se déployèrent derrière les barricades improvisées de sacs de sable et de branches. Les premières salves crépitèrent, les balles sifflant contre l'acier des blindés allemands. Un panzer s'immobilisa, touché au chenillard par un tir chanceux, mais les autres avançaient, implacables, leurs canons de 37 mm mais KVK, 36 L-45, rotant des obus qui explosaient en gerbes de terre et d'éclats mortels. Duval visa un officier à moto, son doigt pressant la détente avec une détermination fébrile. Le coup partit, et l'Allemand bascula, mais la colonne ne ralentit pas. Dans le chaos, Laurent attrapa le talkie-walkie SCR 536, un appareil américain prêté par les Américains avant la guerre, et hurla dans le micro. « Ici poste Ardennes 3, percée ennemi confirmée, panzers en force, position 50-42 nord, envoyez renforts immédiats. » La voix grésillante du central répondit, distante et dubitative. « Répétez Ardennes 3, percée par les Ardennes ? Impossible. Confirmez vos coordonnées. » Laurent frappa du poing contre un arbre, le sang coulant d'une entaille à son front causé par un éclat. « Confirmez, bon sang, ils sont des centaines !» Au même moment, à des kilomètres de là, dans les bunkers enfumés du grand quartier général à Vincennes,
le général Maurice Gamelin, chef d'état-major de l'armée française, sirotait un café tiède tout en examinant les cartes étalées sur une table massive. Les téléscripteurs cliquetaient sans relâche, rapportant les mouvements allemands en Belgique. « Tout se déroule comme prévu », déclara-t-il à son adjoint, le colonel Louis Rivet, un homme aux lunettes cerclées d'acier et au regard perçant. « Les Boches mordent à l'hameçon. Notre plan D les attend de pied ferme sur la Dyle. Les Ardennes, un leurre, rien de plus. Aucune force significative ne peut y passer. » Rivet hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. Les services de renseignement, le 2e bureau, avaient intercepté des fragments de communication allemande la semaine précédente, des mentions cryptées de Sichelschnitt. La coupure de faux, mais elles avaient été balayées comme de la désinformation. Gamelin, confiant dans la supériorité numérique des Alliés, 94 divisions françaises contre 136 allemandes, mais avec une meilleure artillerie et les fortifications de la Maginot, avait validé l'abandon de tout renforcement majeur dans les Ardennes. « Économisons nos ressources », avait-il ordonné. « Laissez les Belges et les Britanniques absorber le choc au nord. De retour dans la forêt, la bataille faisait rage. Duval rechargeait frénétiquement son Lebel, ses mains tremblantes couvertes de boue. Un obus explosa à proximité, projetant Laurent au sol, son uniforme déchiré. Il se releva, toussant, et vit ses hommes faiblir. 5 déjà touchés, gémissant dans les fougères. Les Panzers, soutenus maintenant par des fantassins de la 1re division blindée, enveloppèrent la position. Un officier allemand, le capitaine Hans Schmidt, cria des ordres depuis sa tourelle « Vorwärts, kein Erbarmen ». Les mitrailleuses MG-34 balayaient les arbres, fauchant les défenseurs comme du blé mûr. Laurent, le souffle court, comprit en un éclair la gravité de l'erreur. Ce n'était pas une simple reconnaissance, c'était l'avant-garde d'une offensive massive. Si les Ardennes tombaient, la ligne Maginot serait contournée, Sedan exposée et Paris à portée de main. Il attrapa à nouveau le radio. « Urgent, plan D compromis, les Allemands perçant au cœur, réveillez-vous » Mais la réponse tarda, noyée dans le vacarme des explosions distantes. Tandis que le soleil montait enfin, illuminant les carcasses fumantes des premiers véhicules alliés, un silence précaire s'installa un instant. Laurent, adossé à un rocher, croisa le regard terrifié de Duval. « On tient, mon gars. On doit tenir. » Mais au fond de lui, il savait que le destin de la France basculait déjà sur ce sentier boueux. Et ce n'était que le début de la tempête. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. La percée implacable des Panzers. Le soleil de midi filtrait à travers les branches tordues des pins, projetant des ombres mouvantes sur le chaos de la clairière. Vous pouviez entendre le crépitement des flammes, dévorant un camion français renversé, l'odeur âcre de caoutchouc brûlé, se mêlant à celle du sang et de la poudre. Le sergent Pierre Laurent rampait derrière un talus boueux, son fusil Lebel encore chaud contre son épaule, tandis que les échos des explosions résonnaient comme un tonnerre distant. À ses côtés, le caporal Henri Duval haletait, une balle ayant frôlé son casque Adriane et laissé une entaille sanglante sur sa tempe. « Sergent, il nous encercle !» murmura Duval, les yeux écarquillés vers la ligne d'arbres où les silhouettes grises des fantassins allemands avançaient, armes au poing. Laurent essuya la sueur de son front, ignorant la douleur lancinante à sa côte où un éclat l'avait touché. Ces hommes, ou ce qu'il en restait, s'étaient repliés vers une position plus élevée, une crête rocheuse dominant le sentier principal. Seulement une douzaine maintenant, épuisés, leurs munitions s'épuisant vite. Les Panzers III, avec leurs tourelles pivotant comme des yeux mécaniques, avaient balayé les barricades initiales sans pitié. Un obus de 50 mm avait pulvérisé la mitrailleuse Hotchkiss du groupe, emportant avec elle le jeune soldat Michel, originaire de Marseille, dont le cri s'était perdu dans le vacarme. « Tenez la ligne, Duval. Si on cède ici, il déferle sur Sedan comme une marée noire. » grogna Laurent, rechargeant son arme d'un geste mécanique. De l'autre côté du front,
Dans le grondement des moteurs Maybach HL 120 qui propulsaient les blindés, le lieutenant Otto Keller, commandant d'une compagnie de la 7e Panzerdivision, observait la scène depuis sa tourelle ouverte. Son Panzer IV Oespön B, plus lourd et mieux armé que les trois, menait la charge, ses chenilles écrasant les racines et les corps inertes. « Avancez, les Français sont en déroute !» ordonna-t-il à son radio-opérateur, qui transmit les instructions via l'appareil Fugé-5, un réseau de communication qui reliait les unités comme un filet invisible. Falgelb se déroulait à la perfection. La feinte au nord avait attiré les Britanniques et les Français vers la rivière d'Aille, laissant les Ardennes vulnérables. Von Manstein, depuis son PC roulant dans un Kübelwagen Mercedes, avait parié sur cette audace, contournant la ligne Maginot par son point le plus faible, l'endroit jugé impénétrable. Les Allemands pressaient maintenant leur STG-33 Assault Rifle, crachant des rafales courtes et précises. Un groupe de grenadiers de la 2e division blindée, équipés de lance-roquettes Panzerfaust prototype, flanquait les chars, forçant les Français à se disperser. Duval visa un motocycliste BMW qui zigzaguait entre les arbres, son sidecar chargé d'équipements radio. Le tir claqua et l'homme s'effondra, bloquant momentanément la piste. Mais ce fut une victoire éphémère. Un Panzer riposta, son canon Kadolweka 37 L45 tonnant, et la terre explosa à quelques mètres, projetant Duval au sol, sourd et étourdi. Au quartier général de Vincennes, l'atmosphère était étouffante, imprégnée d'une fumée de cigares et de tensions palpables. Le général Maurice Gamelin, penché sur la carte murale illuminée par des lampes à gaz, fronçait les sourcils devant les marqueurs en bois représentant les forces alliées. Les rapports affluaient. Les Belges tenaient à Louvain, les Britanniques de la BEF, British Expeditionary Force, avançaient vers la Dyle comme prévu. Mais ce message d'Ardennes 3, ce cri désespéré de Laurent, persistait comme une épine. « C'est une diversion, messieurs », déclara Gamelin d'une voix ferme, ajustant ses lunettes. Les services du colonel Rivet confirment les transmissions allemandes se concentrent au nord. Si quelques éclaireurs percent les Ardennes, nos réserves locales suffiront. Le colonel Louis Rivet, chef du 2e bureau, se racla la gorge, son visage pâle sous la lumière crue. Il avait passé la nuit à décrypter des interceptions Enigma, ou du moins les fragments que leur machine à déchiffrer Poliakov parvenait à percer. « Général, les mentions de Sichelschnitt reviennent. Une coupure au centre, pas seulement une attaque frontale, et nos agents en Belgique signalent un calme suspect sur le flanc est. » Gamelin balaya l'objection d'un geste. Le plan D, inspiré des doctrines défensives de 1918, priorisait la ligne Maginot et les plaines ouvertes. Renforcer les Ardennes signifierait diluer les forces sur la Dyle, où les 1re et 7e armées françaises, soutenues par les chars Somois S-35, attendaient l'assaut principal. « Non, Louis, nous ne bougerons pas, c'est leur blitzkrieg fantasmé qui s'essouffle déjà dans les bois. » Pourtant Rivet insista, déployant une carte détaillée des Ardennes. Imaginez, si Kleist et sa Panzergruppe passent la Meuse à Sedan, ils isolent nos armées du Sud. La 9e armée est trop étirée. Gamelin hésita un instant, puis secoua la tête. Ordre maintenu. Envoyer une compagnie de spahis pour verrouiller le secteur. Pas plus. Les téléscripteurs crépitaient, relayant les instructions aux divisions isolées. Mais dans les Ardennes, le temps jouait contre eux. Retour à la Crète, où Laurent et ses survivants tenaient par miracle. La radio SCR 536 grésillait enfin. Ardennes 3, renfort en route. Tenez 2 heures. 2 heures, Laurent ricana amèrement, tandis qu'un nouveau Panzer émergeait, flanqué de Halftracks SD KFZ 251, transportant des troupes de la 10e Panzer. Les Allemands, infatigables, lançaient une charge coordonnée. Les canons des chars pilonnaient les positions, tandis que les fantassins rampaient sous le couvert du feu. Duval, relevant la tête, tira une dernière salve, abattant un sergent allemand avant qu'une balle ne le frappe à l'épaule. Il s'effondra en gémissant, le sang imbibant sa vareuse. Laurent, seul maintenant avec 3 hommes,
ordonna la retraite. « Vers l'ouest! Gagnez la Meuse !» Ils dévalèrent la pente, trébuchant sur les racines, poursuivis par les hurlements des MG-34. Derrière eux, les panzers avançaient, leurs équipages exultants. Keller, dans son blindé, nota la position sur sa carte. À ce rythme, ils atteindraient Dinant d'ici la nuit, puis la Meuse. Von Rundstedt, commandant en chef ouest, avait approuvé, poussé sans relâche. La surprise est notre arme. À Vincennes, un nouveau message arriva urgent, percé confirmé à Monthermé, à 20 km au sud. Rivet bondit. « Général, c'est plus qu'une diversion. » Gamelin pâlit, mais l'inertie du commandement pesait. Les ordres pour la 9e armée tarderaient, piégés par la bureaucratie et la confiance aveugle. Dans les Ardennes, le sol tremblait sous les chenilles, et la brèche s'élargissait. Laurent, portant Duval sur son épaule, jeta un regard en arrière. Les flammes illuminaient l'horizon, signe que le plan français, si méticuleusement abandonné, offrait déjà la route de la victoire à l'ennemi. Et la Meuse approchait, vulnérable, comme une veine ouverte. La bataille pour la Meuse. Le crépuscule enveloppait les rives escarpées de la Meuse comme un manteau de plomb, le 13 mai 1940, près de Sedan, où l'eau sombre bouillonnait sous un ciel chargé de nuages noirs. Vous pouviez sentir l'humidité poisseuse qui collait aux vêtements, mêlée à l'odeur métallique du sang et du cordite, tandis que les échos des premiers tirs d'artillerie ricochaient contre les falaises calcaires. Le sergent Pierre Laurent, le dos contre un mur de sacs de sable improvisé, aidait le caporal Henri Duval à panser son épaule blessée avec un chiffon déchiré de sa propre chemise. Duval grimaçait, ses dents serrées, le fusil Lebel posé à ses pieds comme un fardeau inutile. Autour d'eux, les survivants de la 71e division d'infanterie française, renforcés à la hâte par des éléments de la 55e division, creusaient des tranchées frénétiques avec des pelles et les mains nues. « On n'a pas dormi depuis 3 jours, sergent », murmura Duval, sa voix rauque brisée par la fièvre naissante. « Et ces diables, ils ne s'arrêtent pas. » Laurent hocha la tête, les yeux rivés sur l'autre rive où les silhouettes sombres des arbres masquaient les mouvements ennemis. La retraite chaotique à travers les Ardennes avait coûté cher. De sa section initiale, il ne restait que 7 hommes, dont 2 gravement touchés, transportés par brancardier vers l'arrière. Les rapports radio, intermittents à cause des brouilleurs allemands, parlaient d'une marée blindée inexorable. La Panzergruppe Kleist, regroupant les 1er, 2e, 6e, 7e, 8e et 10e Panzerdivision, avait forcé le passage à Monthermé et Dinant, contournant les défenses échelonnées. Les ingénieurs allemands, avec leurs barges gonflables et leurs pontons en acier Bailey-like, préparaient déjà le franchissement. Laurent serra les poings. Le plan D avait laissé cette zone vulnérable, priorisant les plaines de Belgique. Maintenant, la Meuse, cette barrière naturelle censée ralentir l'ennemi, risquait de devenir un tombeau pour des milliers de Français. À quelques kilomètres en amont, sur la rive est, le général Heinz Guderian, commandant de la 2e Panzerdivision, observait la scène depuis un poste d'observation camouflé dans les buissons. Son visage buriné, éclairé par la lueur d'une carte au 1,50 000, trahissait une impatience calculée. « Les Français sont désorganisés », dit-il à son chef d'état-major, le major Wenck, en pointant du doigt les positions ennemies marquées en rouge. Leur 9e armée était tirée sur 100 km, sans aviation pour nous harceler. Lancer les Stukas, les Ju-87 Stuka, avec leurs sirènes hurlantes, Jéricho, fondirent sur les batteries françaises, leurs bombes de 500 kg SC-250 explosant en fontaines de terre et d'eau. Le bombardement dura 1 heure, paralysant les défenses. Les canons de 61 Glilendil modèle 1897, antique relique de 1914, furent réduits au silence, leurs servants ensevelis sous les débris. Guderian, partisan acharné de la Blitzkrieg, avait plaidé pour cette percée audacieuse lors des briefings avec von Manstein. Fall-Gelb reposait sur la vitesse, franchir la Meuse en 3 jours, isoler les armées alliées au nord et rouler vers la côte en une faux mortelle. Ces Panzer III et IV,
soutenus par des unités de pionniers équipés de chalands d'assaut Sturmboot, commencèrent le passage sous le couvert de la fumée des grenades. Des vagues de fantassins de la 1e Panzerdivision nagèrent, poussant des radeaux chargés de munitions et de fusils MP-40. Un premier groupe atteignit l'ouest, rampant sur la berge glissante malgré les tirs sporadiques des Français. Du côté français, le chaos régnait. À l'arrière, dans un bunker souterrain près de Charleville-Mézières, le général André Corap, commandant de la 9e armée, arpentait la pièce exiguë, son uniforme froissé par l'insomnie. Les téléphones sonnaient sans cesse, relayant les cris de ses subordonnés. « Les Boches traversent à où? À Givet !» Corap, un homme usé par des années de paperasse, avait hérité d'une armée mal équipée, des chars Renault R-35 lents et sous-armurés, des troupes inexpérimentées tirées des classes de réserve. Le plan D l'avait piégé. Ses divisions, censées pivoter vers la Daille, étaient dispersées, avec seulement la 18e division pour verrouiller Sedan. « Où est l'aviation » aboya-t-il à son adjoint, le colonel de Lattre de Tassigny, un officier trapu aux yeux vifs. Les Dewaittin D-520 sont au nord, général. Ordre de Gamelin. À Vincennes, le général Maurice Gamelin fixait le vide, un cigare éteint entre les lèvres. Les nouvelles de la Meuse arrivaient comme des coups de poignard. Percé à Sedan confirmé, pont intact malgré les charges d'explosifs défaillantes. Le colonel Louis Rivet, agitant un rapport du 2e bureau, plaida une fois de plus. « Général, c'est Sichelschnitt. Les Allemands coupent au centre. Rappelez la 1re armée de la Daille. Envoyez les chars lourds. » Gamelin hésita, son esprit embrouillé par la doctrine défensive. Les Alliés avaient 2200 avions contre 3000 Allemands, mais la Luftwaffe dominait les cieux. « Non », murmura-t-il enfin. « Contre-attaque locale. La 4e armée tiendra. » Rivet quitta la salle, le poing serré, sachant que l'inertie condamnait des vies. Les interceptions radio, décryptées via leur machine à rotor, révélaient l'ampleur. Kleist avançait avec 1200 chars, une force que les Français n'avaient pas anticipée dans ce secteur abandonné. Sur la berge, Laurent et Duval sentirent le sol trembler sous les premiers tirs d'envoi. Un obus de 80 mm Flak 36, détourné en canon anti-char, pulvérisa un blockhouse à proximité, projetant des éclats qui fauchèrent 2 hommes. « À terre !» hurla Laurent, tirant au jugé vers les ombres qui émergeaient de l'eau. Duval, malgré sa blessure, ramassa son lebel et visa un pionnier allemand qui fixait un câble pour un pont flottant. Le coup partit, et l'homme s'effondra dans la rivière, mais d'autres prirent sa place. Les Français ripostèrent avec leurs mitrailleuses Chauchat, mais les munitions manquaient et la coordination faisait défaut. Pas de radio fiable, seulement des estafettes à moto courant sous le feu. Guderian, depuis un Half-Track SDKFZ 251, exulta quand le 1er Panzer traversa sur un pont de fortune, ses chenilles mordant le bois précaire. « Poussez, Sedan est à nous !» Ses troupes, galvanisées, chargèrent, les grenades à main style lance-grenades explosant parmi les défenseurs. À Sedan même, les combats de rue éclatèrent. Les Allemands, infiltrés par les ruelles, prirent les hauteurs dominant la ville. Laurent, repoussé vers un moulin en ruine, vit Duval s'effondrer sous une rafale de MG-34. « Henri, non !» Il rampa vers lui, le traînant à l'abri tandis que les flammes léchaient les murs. Autour, la 72e division craquait, officiers tués, unités isolées, le moral brisé par l'absence de renfort. Corap, submergé, envoya un dernier ordre. Retraite vers les Ardennes boisées. Mais il était trop tard. Guderian, flairant la victoire, ordonna l'exploitation. Ses panzers roulèrent sur les routes pavées, contournant la ligne Maginot par l'ouest. À Vincennes, Gamelin reçut le télégramme fatidique. Sedan tombé. Rivet murmura « le plan abandonné ». Il leur a livré la France. Laurent, portant le corps inerte de Duval, fuit vers l'ouest, le cœur lourd. La Meuse était franchie, la brèche irrémédiable, et l'ennemi, gonflé d'une confiance nouvelle, visait déjà Paris. La nuit tombait, mais la lueur des incendies promettait une aube sanglante. L'exploitation de la brèche. Le 14 mai 1940,
Les plaines ondulantes au sud de Sedan s'étendaient comme un tapis piétiné, sous un ciel plombé où le vrombissement incessant des Junker Ju-88 de la Luftwaffe faisait trembler l'air. Vous pouviez goûter la poussière soulevée par les chenilles des panzers, un mélange âcre de terre sèche et de métal chauffé, tandis que les colonnes de fumée s'élevaient des villages en flammes, noircissant l'horizon. Le sergent Pierre Laurent, le visage barbouillé de suie et de sang séché, traînait le corps inerte du caporal Henri Duval vers un fossé bordé de haies épineuses. Duval respirait encore faiblement, sa poitrine se soulevant par saccades sous la compresse improvisée. « Tiens bon, mon vieux », murmura Laurent d'une voix brisée, en jetant des regards furtifs vers la route où les survivants de la 72e division d'infanterie fuyaient en désordre, leurs fusils Lebel ballottant contre leurs flancs. Les camions Citroën U23, surchargés de blessés et d'équipements abandonnés, klaxonnaient dans la panique, écrasant les herbes hautes. La brèche à Sedan s'était élargie comme une plaie infectée. Heinz Guderian, depuis son quartier général improvisé dans une ferme réquisitionnée près de Donchery, déployait ses divisions avec une précision chirurgicale. La première Panzer-Division, menée par le général Rudolf Kirchner, roulait vers l'ouest à pleine vitesse, ses Panzer IV OSF, défilant sur les routes pavées à 40 km à l'heure, soutenus par des camions Mercedes L3000 transportant les grenadiers motorisés. Pas d'arrêt, objectif, Saint-Quentin d'ici demain, ordonna Guderian à son radio-opérateur, qui relaya les instructions via les émetteurs FUG-7, un réseau fluide qui synchronisait les unités comme les battements d'un cœur mécanique. Fall-Gelb triomphait. La feinte en Belgique avait piégé les Alliés, et maintenant, la coupure de feu isolait la 9e armée française du reste des forces. Les Stukas Ju-87 continuaient leur piquée infernale, leurs sirènes hurlant comme des banshees, pulvérisant les convois alliés et semant la terreur parmi les troupes. Laurent hissa Duval sur un chariot tiré par un cheval éreinté, volé à un fermier local. Autour d'eux, le chaos régnait. Des officiers de la 55e division, hagards, tentaient de reformer des lignes avec des cartes froissées, mais les ordres contradictoires pleuvaient des radios SCR 300, récemment distribuées mais mal maîtrisées. Retraite vers Rethel, non contre-attaque à Bulson. Les hommes, épuisés, ignoraient souvent les instructions, préférant suivre leur instinct de survie. Laurent, promu temporairement lieutenant par un colonel mourant, prit la tête d'un petit groupe de 20 poilus, des rescapés mélangés de la 18e et de la 70e, et les dirigea vers le nord, espérant rejoindre les éléments de la 2e division cuirassée. Mais les routes étaient jonchées de carcasses. Un char Renault B1 bis gisait sur le flanc, son canon de 75 mm tordu, victime d'un tir chanceux d'un canon PAC 36 allemand. À Charleville-Mézières, le général André Corap, effondré dans son PC souterrain, fixait les écrans de fumée des cigarettes qui s'accumulaient. Les nouvelles étaient catastrophiques. Guderian avait franchi 50 km en une journée, ses avant-gardes atteignant les faubourgs de Mézières. « Où sont mes renforts ?» rugit-il au téléphone, sa voix éraillée par la fatigue. Son adjoint, le colonel de Lattre de Tassigny, secoua la tête, les yeux injectés de sang. « Gamelin hésite encore, général. La première armée est engagée en Belgique, et les Belges craquent à la Meuse. » Corap avait tenté une contre-attaque désespérée la veille. La 3e division motorisée, avec ses chars Hotchkiss H-39, avait chargé vers Bulson, mais les Panzers les avaient balayés sous un déluge de feu. Les pertes étaient effroyables. 2000 hommes en 1 heure, et les survivants erraient, désemparés, leurs radios Fugé Spard, abattus par les éclaireurs allemands. Plus au sud, à Vincennes, le grand quartier général bourdonnait d'une activité frénétique, les téléscripteurs crachant des bandes de papier comme des serpents affamés. Le général Maurice Gamelin, pâle comme un spectre, arpentait la salle des cartes, entouré d'officiers aux visages tendus. Le colonel Louis Rivet, du 2e bureau, agitait un rapport frais. « Général,
Nos interceptions confirment. Kleist pousse vers la Somme avec 800 blindés intacts. Sickelschnitt fonctionne. Il nous coupe en deux. Rappelez la 7e armée de la Dyle. Lancez les réservistes. Gamelin s'arrêta, frottant son menton mal rasé. Le plan D, ce bouclier défensif qui avait abandonné les Ardennes pour concentrer tout sur les fronts ouverts, se révélait une erreur fatale. Les Alliés comptaient 104 divisions contre 136 allemandes, mais la mobilité allemande, leur moto BMW R75, leur Half-Track SD KFZ 10 rendaient les chiffres illusoires. Une contre-offensive, murmura Gamelin enfin. La 4e armée de Hunziger attaquera à Monthermé et priez pour que les Britanniques bougent. Mais les prières ne suffisaient pas. Sur la route de Rethel, Laurent et son groupe tombèrent dans une embuscade. Un convoi allemand, une compagnie de la 6e Panzer Division avec des Panzer II légers en tête, surgit d'une forêt adjacente, leur mitrailleuse MG-34 balayant la chaussée. « À couvert !» hurla Laurent, plongeant dans un champ de blé. Les balles sifflaient, fauchant 2 de ses hommes. Un obus de 20 mm KWK 30 explosa un camion proche, projetant des flammes qui illuminèrent la nuit tombante. Duval, ranimé par l'adrénaline, saisit un fusil anti-char Boys prêté par les Britanniques et visa un half-track. Le tir perfora le blindage, immobilisant le véhicule, mais les Allemands ripostèrent avec des grenades Mills lancées à la main. Laurent chargea, son Lebel crachant la mort, abattant un grenadier avant qu'une balle ne l'effleure à la cuisse. Ils fuirent dans les bois, laissant derrière eux un sillage de corps et de débris. Guderian, informé par ses éclaireurs Focke-Wulf FW 189, exulta dans son Kübelwagen. La résistance s'effrite. Objectif: Arras dans 3 jours. Ces pionniers, avec leurs bulldozers et leurs ponts Bailey improvisés, réparaient les routes sabotées, tandis que la Luftwaffe couvrait l'avance, abattant les rares blocs MB, 152 Français qui osaient décoller. À l'est, von Rundstedt, depuis son QG à Cologne, approuva l'exploitation. Poursuivez la division. La poche se forme. Les Allemands, infatigables, roulaient nuit et jour, leurs phares perçant l'obscurité, contournant les poches de résistance comme un torrent furieux. Korap, submergé, envoya un ultimatum à Gamelin. La 9e armée est encerclée, autorisez la retraite. Mais l'ordre tarda, piégé dans la chaîne hiérarchique. Laurent, pansant sa plaie avec un bandage souillé, porta Duval plus loin, rejoignant un régiment de spahis à cheval qui chargeait futilement contre les blindés. Les lances et les sabres s'avéraient inutiles face aux canons de 75 mm des Stug et 3 d'assaut. Dans le lointain, les explosions illuminaient le ciel, signe que la brèche s'étendait, avalant les armées alliées dans un gouffre béant. Laurent, le cœur serré, murmura à Duval délirant « On est piégé, mais on se battra jusqu'au bout. » Pourtant, au fond de lui, il sentait le filet se refermer, la victoire ennemie scellée par un plan négligé. Et vers le nord, les Britanniques reculaient déjà, ignorant que la mer les attendait comme un piège salvateur. Le 20 mai 1940, les routes poussiéreuses menant à Arras vibraient sous le passage incessant des colonnes blindées allemandes, un grondement sourd qui faisait frémir les vitres des fermes abandonnées. Vous pouviez sentir l'odeur âcre de l'essence et du caoutchouc brûlé, porté par un vent tiède qui charriait aussi les cris lointains des blessés et le crépitement des incendies. Le sergent Pierre Laurent, boitant sur sa jambe blessée enveloppée d'un bandage improvisé, aidait un groupe hétéroclite de soldats français à longer une haie épaisse, leurs ombres allongées par le soleil couchant. Henri Duval, pâle et fiévreux, s'appuyait sur une béquille taillée dans une branche, son épaule bandée suintant encore sous la vareuse déchirée. « On marche depuis des jours, sergent », murmura-t-il, la voix hachée par la douleur. « Et Paris, ils disent que les Boches y sont déjà. » Laurent secoua la tête, serrant son lebel usé comme un talisman. Autour d'eux,
Les rescapes de la première armée française, des poilus de la 25e division motorisée, mêlés à des Britanniques égarés de la 50th Infantry Division, avançaient en silence, leurs visages burinés par l'épuisement et la défaite. La brèche de Sedan s'était muée en un gouffre béant, avalant les illusions du plan D. Heinz Guderian, depuis son char de commandement Panzerbefehlswagen, poussait ses divisions à un rythme infernal. La 2e Panzer avait atteint Cambrai, ses Panzers 3 et 4 filant à 50 km à l'heure sur les routes secondaires, flanqués de Halftrack, SD-KFZ, 251 bourrés de troupes de la SS Totenkopf. « Pas de pause, la mer d'ici 2 jours », ordonna-t-il à son adjoint, le major von Ravenstein, tandis que les radios Fugé-12 relayaient les positions aux unités. Fallgelb culminait, la coupure de Faux isolait les armées alliées au nord, piégeant 40 divisions françaises et la British Expeditionary Force dans une poche entre la Somme et la Manche. Les Stuka Ju-87 piquaient toujours, leurs bombes de 250 kg SC-50 semant la panique parmi les convois alliés, tandis que les Messerschmitt Bf-109 dominaient les cieux, abattant les rares Hurricanes britanniques qui tentaient une escorte. Laurent et ses hommes tombèrent sur un barrage routier britannique près d'Arras, où des soldats en kaki, armés de fusils Lee Enfield et de canons anti-chars ordnance QF-2 Pounder, tentaient une contre-attaque désespérée. Le général Harold Alexander, commandant du Peace Corps britannique, avait ordonné l'assaut pour couvrir la retraite. Des Matilda II, ces chars lourds aux plaques de 70 mm, chargèrent contre les avant-gardes allemandes, leurs canons de 40 mm tonnant dans la poussière. Pour un instant, l'espoir flamba. Les Panzer II allemands reculèrent, surpris par l'armure britannique. « Avancez, les gars, on les arrête ici !» cria un sergent anglais à Laurent, qui hocha la tête et ordonna à ses Français de soutenir le feu. Duval, grimaçant, visa un motocycliste BMW R71 qui zigzaguait. Le tir claqua et l'homme s'écrasa dans un fossé. Mais la marée allemande déferla. Rommel, avec sa 7e Panzer-Division surnommée Division Fantôme, contre-attaqua férocement. Ses 90 mm flak, montés sur des châssis de camions, firent voler en éclats 2 Matilda, leurs obus perforant l'acier comme du papier. Les Britanniques plièrent, laissant 200 morts sur le terrain, et Laurent dut replier ses hommes vers le nord, poursuivis par les hurlements des MG42. À l'arrière, dans les couloirs enfumés du château de Vincennes, le général Maurice Gamelin fixait une carte lacérée de marqueurs rouges envahissants. Le 19 mai, Paul Reynaud, le nouveau Premier ministre, l'avait relevé de son commandement, le remplaçant par le général Maxime Weygand, un homme aux traits sévères et à la réputation de tacticien. Mais il était trop tard. Le colonel Louis Rivet, du 2e bureau, étalait les derniers décryptages. Général Weygand, les interceptions Enigma via nos contacts polonais montrent que Kleist vise Dunkerque. La poche se referme. Le plan D nous a trahis. En abandonnant les Ardennes, on a offert la clé de la France à von Manstein. Weygand, frottant ses tempes grisonnantes, hocha la tête sombrement. Les forces alliées, coincées entre Abbeville et la mer, comptaient encore 300 000 hommes, mais sans ligne de ravitaillement. Ordre à Lord Gort, tenez la ligne sur la A et priez pour un miracle, murmura-t-il, tandis que les téléscripteurs crépitaient les instructions aux radios SCR 508 britanniques. Reynaud, depuis l'Élysée, avait supplié Churchill « Sauvez nos armées !» Mais la Luftwaffe, avec ses 1500 appareils, bombardait sans relâche les ports. Du côté allemand, à Ledringhem, le général Erich von Manstein observait les cartes depuis un bunker de campagne, son monocle scintillant sous la lampe à huile. Fallgelb avait dépassé les attentes. En 5 jours, 200 km avaient été franchis, contournant la Maginot par l'ouest et isolant le nord. Hitler hésite sur Dunkerque, confia-t-il à son chef d'état-major, le général Fritz Erdmann, mais Guderian poussera. La victoire est à portée. Pourtant, un ordre inattendu arriva.
Göring promit que la Luftwaffe anéantirait la poche seule, forçant Hitler à freiner les panzers pour préserver le carburant et les chenilles usées. Guderian pesta dans son journal « Une folie ! Laisser les Anglais s'échapper ?» Mais l'arrêt permit aux Alliés un répit crucial. Laurent, rejoignant un convoi britannique près de Cassel, vit les premiers signes du miracle. Des navires de la Royal Navy, destroyers comme le HMS Wakeful et chalutiers réquisitionnés, s'amarraient sous le feu des canons, tandis que des soldats descendaient vers la plage de Malo-les-Bains. « Évacuation! Montez à bord !» hurla un officier de marine, son mégaphone couvrant le vrombissement des Heinkel 111. Duval, porté par 2 camarades, fut hissé sur un canot, ses yeux vitreux fixés sur Laurent. « Sergent, on a tenu, hein ?» Laurent acquiesça, tirant une dernière salve contre un éclaireur Fizzler Fi 156 avant de plonger dans l'eau glacée de la Manche. Les balles sifflaient, les explosions des bombes Stuka faisaient jaillir des geysers. Mais les Spitfires britanniques arrivèrent enfin leurs mitrailleuses, 303 abattant 2 Messerschmitts. Plus de 338 000 hommes furent sauvés lors de l'opération Dynamo, dont 120 000 Français, fuyant la nasse tendue par le plan négligé. Pourtant, la victoire allemande était scellée. Le 5 juin, les Panzers reprirent leur marche sur Paris, franchissant la Somme sans résistance majeure. Weygand tenta une contre-offensive avec la 7e armée, chars B1 et infanterie de la 14e division, mais les lignes craquèrent sous le poids des Luftwaffe et des divisions motorisées. À Rethel, Laurent, réaffecté à une unité de réserve, vit les colonnes ennemies déferler, des Opel Blitz chargés de troupes de la 4e armée, leurs drapeaux à croix gammée claquant au vent. Paris fut déclarée ville ouverte le 10 juin, évitant son assaut, mais l'armistice fut signé le 22 juin à Retonde, dans le même wagon de 1918. Pétain, le héros de Verdun, capitula. C'est la fin. Gamelin, exilé à Alger plus tard, ruminerait son erreur. Le plan D, ce rempart abandonné dans les Ardennes, avait livré la France sur un plateau. Laurent, évacué à Plymouth puis rapatrié via Bordeaux, serra Duval, miraculeusement sauvé, dans un hôpital de campagne. « On s'est battu pour rien ?» demanda Duval, les yeux hantés. Laurent secoua la tête, regardant la mer. « Non, mon gars, on a survécu. Et un jour, on reviendra. » Mais au fond, il savait. Le plan négligé avait offert non seulement la victoire tactique, mais l'emprise sur un continent. Les flammes de la défaite s'éteignaient, laissant place à l'occupation, aux résistances naissantes et à une guerre qui s'étendait au-delà des mers. La France pliée, mais pas brisée, attendait son heure dans l'ombre.